En Méditerranée, aucune île ne se trouve plus à l'est que celle de Chypre. Chypre occupe donc une position clé à l'entrée du Proche-Orient. C'est la poussée conjuguée des continents africains et européens qui a sorti de la mer la troisième des îles méditerranéennes par la taille. L'agriculture a longtemps permis l'autosuffisance de Chypre, mais aujourd'hui, elle ne concerne plus que 9% de la population active. Sur les contreforts des reliefs qui culminent à près de 2000 mètres, une végétation diversifiée a pris racine. Près de 7% des espèces sont endémiques. Elles doivent cependant s'adapter au voisinage de plantes exotiques en expansion, comme l'hibiscus ou le figuier de Barbarie. Certaines espèces utiles sont cultivées depuis l'Antiquité. C'est le cas de l'olivier, à la source d'une huile réputée. La République de Chypre compte 800 000 habitants. Ils se répartissent entre deux communautés. 78% sont grecs, 18% sont turcs. La présence grecque est très ancienne. Elle commence 1000 ans environ avant Jésus-Christ. Les Turcs ne sont arrivés sur l'île que 2600 ans plus tard. Aux terrasses des cafés, le jeu de tavli, le backgammon local, compte encore des adeptes. Mais il subit désormais la concurrence des jeux électroniques et des paris à distance. Malgré l'évolution de la technologie, Chypre baigne toujours dans les traditions ancestrales. Parmi celles-ci, le mariage chypriote-grec suit des règles très précises. Pour conjurer le mauvais sort, on évite de se marier les années bissextiles. Les femmes déjà mariées préparent le lit nuptial. Les invités y déposent de l'argent. Les superstitions se mêlent aux croyances religieuses sur une île partagée entre la religion orthodoxe, de rite grec, et la religion musulmane, de rite sunnite. La densité de la population est nettement plus élevée dans la moitié sud de l'île. Les principales villes y sont d'ailleurs établies. 70% de la population chypriote vit dans les villes qui connaissent un développement croissant au détriment des campagnes. Depuis les années 1960, de très nombreux villages ont été vidés de leurs habitants par l'exode rural. L'agriculture extensive se développe pourtant en consacrant des superficies plus grandes à une seule culture. On sélectionne des espèces plus productives, mais la rentabilité est freinée par le morcellement des parcelles. Quand la terre est trop ingrate pour être cultivée, elle est dévolue aux chèvres et aux moutons, imbattables dans le débroussaillage. Si la mer donne le sourire aux pêcheurs grâce à des prises régulières, les réserves d'eau douce donnent du souci aux Chypriotes, qui ont dû élever de nombreux barrages. Le 5e de la population active est employé dans l'industrie. Le secteur a connu un développement remarquable sans atteinte majeure à l'environnement. Les énergies renouvelables participent à l'essor d'un pays dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur à celui de la Grèce ou du Portugal. Une des richesses de l'île fut exploitée dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, le minerai de cuivre. Le nom de Chypre est associé au mot cuprium, cuivre en latin. Mais c'est l'habileté des artisans chypriotes qui a pu donner une forme aux matières premières issues de la terre. Une astucieuse politique fiscale fait entrer les devises dans un pays où les établissements médicaux fleurissent pour une clientèle aisée. Le boom immobilier correspond à la croissance économique du pays. À la fin du siècle dernier, la croissance était 2 fois supérieure à celle de la Grèce ou de la Turquie. Chypre dispose d'un excellent réseau de télécommunications. L'île est desservie par 2 aéroports internationaux et surtout, dans le sud, par un réseau routier performant. Tous ces éléments réunis donnent une bonne idée du chemin parcouru. Des voies rapides relient facilement les 4 principales villes du pays. Attention, on y roule à gauche.
Le soleil, la mer et les rivages aux courbes harmonieuses offrent à Chypre des arguments très convaincants. Chaque année, l'île double largement la population nationale en accueillant les visiteurs. Sur mer ou sur terre, elle propose des activités à la carte. Et le choix n'est pas facile à faire entre ces beautés naturelles. Les fleurs font l'objet de toutes les attentions, car une bonne centaine d'entre elles ne se rencontrent qu'à Chypre. Le patrimoine floral est mis en valeur de la même manière que les coutumes locales, la danse ou la musique. Pour valoriser le patrimoine, il faut d'abord le protéger. Les vestiges ne manquent pas sur une île qui connaît la notoriété dès l'Antiquité grâce au culte d'Aphrodite, 1200 ans avant Jésus-Christ. Mais les premières traces d'une présence humaine sont localisées 6000 années plus tôt. Une demi-douzaine de peuples différents, dont les Phéniciens, se succèdent avant les Grecs et les Romains. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman se rue en bloc à l'assaut des solides forteresses élevées par les chevaliers sur la route des croisades. Les Anglais prennent la place des Turcs et occupent l'île pendant près d'un siècle jusqu'à l'indépendance. La République de Chypre voit le jour en 1960 grâce à l'archevêque orthodoxe Makarios, le premier président d'un État qui sera intégré à l'Union européenne en 2004. Si le pays a répondu aux exigences européennes, l'épineuse question de sa partition reste posée. Depuis 1974, Chypre est coupée en deux. Le nord est occupé par la Turquie. L'invasion du nord du pays par la Turquie a provoqué la scission. Sur une longueur de 180 km, la ligne Attila divise le territoire en passant par Nicosie, la capitale à cheval sur les deux entités. Du côté turc, la ville porte l'empreinte de l'islam. L'ancienne cathédrale gothique Sainte-Sophie est aujourd'hui une mosquée, bien qu'elle ne soit pas orientée vers la Mecque. Côté grec, la ville est à l'étroit. Elle doit prendre de la hauteur pour absorber sa population. La partie grecque compte 5 fois plus d'habitants que la partie turque. La ville grecque a revêtu les habits du modernisme. Nicosie est devenue une capitale européenne au même titre que les autres. Avec son lot de parlementaires et de fonctionnaires, de normes et de quotas à respecter, mais aussi d'aides substantielles, le statut et les apparences de la localité ont considérablement changé. L'avenir de la cité apparaît dans les courbes d'une architecture en mouvement constant. On est loin des ruelles tortueuses de la ville médiévale qui vivait au rythme des arrivages d'épices et d'étoffes en provenance d'Orient. Les marchands de l'avenue Makarios n'ont rien à envier à ceux de Londres ou Paris. D'ailleurs, les références occidentales ne sont pas si récentes que cela. Il y a 900 ans, des Français vivaient déjà ici. Comme les Byzantins pendant 8 siècles, tous les peuples qui ont vécu à Nicosie ont laissé leur marque. Le mélange est parfois surprenant, car les styles ont survécu jusqu'à notre époque. La ville ne cesse de grandir. Mais elle le fait avec discernement, en respectant le patrimoine. Les bâtiments qui présentent un intérêt architectural sont patiemment réhabilités et on veille au choix des matériaux. Le sous-sol de Nicosie est une mine à ciel ouvert pour les archéologues. En démolissant des immeubles, on retrouve souvent des vestiges très anciens. Les ouvriers du bâtiment laissent alors la place aux chercheurs, aux grandes dames des promoteurs. Des fouilles ont permis de dégager les restes d'un aqueduc d'origine vénitienne.
Les Vénitiens sont arrivés à Chypre à la fin du XVe siècle. Ils ont notamment détourné le cours d'une rivière pour alimenter les douves d'une fortification. Le mur délimite le périmètre de la vieille ville. La vieille ville tisse un inextricable réseau de rues et de cultures. Aux lignes de la Renaissance européenne répondent celles de l'Orient et les maisons aux volets de bois évoquent parfois celles d'Istanbul. Avec des fonds européens, un ancien hammam a retrouvé son toit en coupole. La mode des bains turcs et l'art de vivre à l'oriental n'ont jamais déserté Nicosie. Au contraire, les ablutions recommandées par l'islam ont été adoptées par les Occidentaux. Dans la vieille ville, l'ambiance rappelle un peu celle d'un souk. Les artisans, partout, sont au travail. Nikos Adamou, orfèvre, martèle l'argent pour isoler des motifs en relief. Je travaille dans l'argenterie depuis 45 ans. Je suis artisan et je sais faire tous les objets possibles. Je connais très bien les objets traditionnels, tous les objets en argent qui sont utilisés dans les églises à l'occasion des mariages ou dans la décoration des maisons. Ici, on fait tout, absolument tout à la main. göre Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saat 9.30'da gelecek. Στη σχολή μοντέλων Diva, οι τίτλοι Flash Face και Flash Smile. Le goût des bonnes choses se partage entre les différentes communautés. Par exemple, dans un endroit apprécié de tous, les pâtisseries très nombreuses. Les ingrédients, fruits secs, miel, épices et les préparations témoignent d'influences communes aux cultures grecques et turques. Le plaisir ne connaît pas de frontières. Au marché, les ingrédients, eux aussi, sont ceux que l'on retrouve dans toutes les cuisines de cette partie de la Méditerranée. La cuisine non plus ne connaît pas les frontières. À l'est de l'île, en direction d'Agianapa, s'étale une vaste plaine. À perte de vue, une épaisse couche de terre rouge la recouvre, une terre parmi les plus riches du pays. Sa haute teneur en oxyde de fer explique la couleur rouille et la fertilité du sol. Les paysans peuvent y produire jusqu'à 3 récoltes de pommes de terre par an. Le tubercule a trouvé ici une véritable terre de prédilection. On l'exporte jusqu'en Angleterre. La terre rouge convient à d'autres espèces, mais aucune n'est capable de se développer sans eau. L'énergie éolienne alimente les pompes des systèmes d'irrigation. L'eau n'est pas prélevée dans les nappes phréatiques. Elle provient de réservoirs alimentés grâce aux barrages. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le géographe grec Strabon avait déjà été frappé par la fertilité de l'île. Chypre produisait à l'époque assez de blé pour son propre usage. Ce n'est plus le cas, mais le paysage n'a pas beaucoup changé. En suivant la côte vers l'est, le pays se rétrécit de plus en plus. Les Britanniques y ont conservé une enclave stratégique qui a protégé le village de Pila contre l'annexion turque. Résultat, les deux communautés y cohabitent. L'appel du muezzin retentit à heure fixe. Et les cloches restent indifférentes au sommet de l'église orthodoxe. Le café turc livre une concurrence loyale à son homologue grec, juste en face. Ici, pas de barbelés entre les communautés. Et les habitants de Pila sont fiers de leur particularité. It's an original village because
Ce village est original car ici les Turcs et les Grecs ont toujours vécu en paix, avant et après la guerre. La partie est serrée entre chypriotes, grecs et turcs. Les deux camps se posent encore des questions sur leur avenir. Une équation complexe que l'Union européenne tente de résoudre. En attendant, l'Europe a débloqué les fonds nécessaires à la restauration d'une tour médiévale, vestige d'un dispositif défensif. Le patrimoine civil de Pila bénéficie également de soins intensifs. Une maison chypriote traditionnelle a été réhabilitée. Elle rassemble quelques témoignages de la vie quotidienne, aux petites et aux grandes occasions. Le rappel du passé permet d'imaginer le futur. Une hirondelle peut faire le printemps. Dur rappel à la réalité, la ligne de démarcation est proche. Parce qu'ils se sont retrouvés dans le no man's land, de nombreux hôtels ont été abandonnés. Ils bordent une des plages les plus belles de l'île, dont une petite portion seulement à l'heure actuelle est accessible par la ville de Famagusta, du côté turc. En direction du sud, il suffit de longer la côte pour aboutir au cap Greco, un impressionnant promontoire rocheux. La beauté sauvage du littoral et l'eau cristalline ont sorti la région d'Ayia Napa de l'anonymat. L'essor touristique a profondément changé la physionomie des lieux. Le tourisme constitue un gros pourvoyeur de devises pour Chypre. Près de 15% du produit intérieur brut sont assurés par les visiteurs étrangers. Les plages de sable, la mer et le soleil justifient le déplacement. Et le soir, Ayia Napa montre qu'elle est devenue un carrefour de culture. Éclectique, exotique et électrique. Au sud-est de l'île, la côte ouvre une large baie dont l'extrémité accueille la troisième et sans doute la plus ancienne ville de Chypre, Larnaca. Les origines de la cité remontent en effet au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Dès l'Antiquité, Larnaca établit sa prospérité grâce à un port très actif dans l'exportation du cuivre. Aujourd'hui, les installations portuaires sont presque entièrement consacrées au stockage et au raffinage des hydrocarbures. Les hostilités au Proche-Orient ont persuadé les compagnies pétrolières de placer leurs réserves ici, en lieu sûr. L'aéroport international fut transféré de Nicosie à Larnaca lors de l'invasion turque de 1974. Des milliers de Chypriotes grecs venus du nord se réfugièrent alors dans la ville. La population tripla en 20 ans malgré le départ de nombreux Turcs qui, eux, gagnèrent le nord. Leurs maisons changèrent de propriétaire, mais l'empreinte ottomane subsista. La ville n'a jamais perdu l'esprit d'entreprise, ni l'ardeur à la tâche. Les moyens sont parfois un peu rustiques, mais les voitures d'occasion sont garanties. Larnaca bénéficie d'une situation privilégiée. La marina, bien abritée, voit converger les plaisanciers de toute la Méditerranée orientale. Une plage borde la ville
et l'aéroport est tout proche. Vu du ciel, le lac qui se trouve au sud de la ville révèle sa teneur en sel. Il se remplit d'eau de mer en hiver et s'assèche en été. Depuis le Moyen-Âge, le sel marin y est récolté lorsque l'eau de mer s'en retire. Au bord du plan d'eau s'élève une mosquée où l'on vénère une tente du prophète. En hiver, le lac accueille de nombreux oiseaux migrateurs comme les flamants roses. La couleur de leur plumage dépend de leur alimentation. Moins elle est riche en petits crustacés et moins leurs plumes sont roses. Sur la côte sud de l'île, en faisant route vers l'ouest, on se rend compte à quel point la gestion de l'eau douce est ici une réussite. Sur des hectares de terre, les serres ont poussé en rangs serrés. Elles permettent de cultiver des espèces incapables de résister aux fortes chaleurs sans eau, comme le rosier. Bien avant la maturité des rosiers en Europe continentale, les roses chypriotes sont prêtes pour l'expédition. La main-d'œuvre vient de loin. Je suis du Sri Lanka. Il y a 3 ans que je travaille ici. Je travaille avec des amis népalais et d'autres sri-lankais. Toutes les fleurs sont destinées à être vendues dans les villes de Chypre, mais il arrive qu'on en exporte dans d'autres pays. L'aqueduc de Kamarès a été construit au milieu du XVIIIe siècle par le gouverneur ottoman de Chypre. Le contrôle de l'eau donnait le contrôle de l'île. L'île de Chypre a surgi de la mer il y a 20 millions d'années, suite au mouvement de l'écorce terrestre. Plus récemment, il y a 2 millions d'années, le massif des Troodos s'est soulevé après une intense activité volcanique. Les roches éruptives en contact avec la mer ont subi l'érosion de l'eau salée. C'est pourquoi certaines plages sont couvertes d'un sable gris d'origine volcanique. Sur la côte sud, la deuxième ville de Chypre ne s'est développée qu'à partir du Moyen-Âge, Limassol. La ville a beaucoup souffert dans le passé, ravagée par des tremblements de terre, dévastée par un incendie, détruite par les Turcs. Le port de Limassol est aujourd'hui devenu le premier de l'île et la flotte battant pavillon chypriote occupe le 5e rang mondial. Difficile de reconstituer le passé de la ville car, depuis une quarantaine d'années, on construit des bâtiments modernes sur les ruines des anciens. Toutes les forces de la police municipale sont mobilisées, sans exception, à l'occasion du carnaval. Un moment hors du temps et hors frontières où le passé et les cultures se juxtaposent. À la parade, les références aux cultures lointaines, dans l'espace et dans le temps, se mélangent au patrimoine local. L'Antiquité grecque d'abord, dans une version revue et corrigée, sans rapport avec les tragédies classiques. Et pour les travaux d'Hercule, on a prévu des colonnes antiques en toc. Le clergé orthodoxe fait un passage discret en trottinette, tandis que les anciens coloniaux britanniques passent pour des charlots.
Une allusion au carnaval de Rio, avant de se laisser séduire par le dynamisme des danseuses orientales, version chypriote. Le Moyen-Orient rejoignant l'Écosse dans un même délire, cela n'est possible qu'à Chypre. Les petits félins précèdent une cavalcade plus orientale encore, venue en droite ligne du sous-continent indien. Attention aux méprises, car certains déguisements sont de bonnes imitations. Entre faux masques et vrais visages, il n'est pas toujours facile de faire la différence. Dans la confusion des genres, Limassol fait la fête sans penser au lendemain. Et le lendemain vient forcément trop tôt quand le soleil se lève sur la vieille ville. L'islam ici a laissé des traces, bien conservées depuis le départ des Turcs. Le château médiéval, occupé par les Ottomans à la fin du XVIe siècle, aurait vu le mariage du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. L'édifice logea plus tard les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. À l'ouest de Limassol, les chevaliers de Saint-Jean possédaient également le château de Colossi. Ils l'avaient reçu des Lusignan, une puissante dynastie originaire du Poitou qui régna sur Chypre jusqu'à la fin du XVe siècle. Les Lusignan avaient obtenu Chypre des Templiers pour compenser la perte du royaume de Jérusalem. Leur famille fut une des plus riches de France. Du haut des murailles, les chevaliers régnaient sur des terres immenses qu'ils quittèrent chassés par les Ottomans au début du XIVe siècle pour se replier sur Rhodes. Non loin de là, la cité antique de Kourion étonne par son site. Les gradins du théâtre, en partie restaurés, appartiennent à l'époque hellénistique, la période charnière entre le déclin des Grecs et l'émergence des Romains. Comme souvent chez les Grecs, le théâtre s'inscrit dans un cadre remarquable, cerné de falaises calcaires très friables, rongées par l'érosion. Sur la falaise, bien à l'abri du soleil, s'étendent les fondations d'un palais grec. Au IVe siècle de notre ère, les bâtiments furent aménagés en bains publics et les sols ornés de splendides mosaïques. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, la colline de Kourion était placée sous la protection du dieu Apollon, auquel un temple était dédié. On raconte que ceux qui osaient s'aventurer à l'intérieur du lieu sacré étaient précipités du haut des falaises. Dans la moitié sud de l'île, les monts Troodos occupent une position centrale. Chypre trouve ici son point culminant, le mont Olympe, à près de 2000 mètres. Cette région montagneuse, difficile d'accès, a toujours été isolée, ce qui lui a permis de conserver son authenticité. En raison de leur isolement, les villages des Troodos ont servi de refuge pendant les périodes troubles. Dans beaucoup de localités, l'occupation ottomane n'a eu aucun effet sur l'Église orthodoxe, alors qu'ailleurs, les lieux de culte ont souffert.
L'habitat et les matériaux sont réputés traditionnels dans le petit village de Lasagnas. Dans la solitude des montagnes, les coutumes ont mieux survécu et le mode de vie est inchangé depuis des siècles. Le temps passe, mais les gestes restent identiques. Les villages se fondent dans la montagne, parfaitement intégrés à leur milieu naturel. Une symbiose parfaite entre l'homme et son cadre de vie. Le temps n'a pas beaucoup de prise sur les Troodos. À la terrasse du Kafénion, le café grec, les hommes jouent du komboloi, une sorte de chapelet qui aide à faire passer le temps. Le Kafénion. Mais où sont les femmes dans cet univers masculin? Les seules femmes tolérées s'affichent sur les murs et avec des vocations très différentes. Mais pourquoi les femmes ne s'immiscent-elles pas dans les conversations des hommes? Malheureusement, les femmes n'ont pas l'habitude de venir au café. Elles préfèrent bavarder avec les voisines, c'est la mentalité ici. Elles ont été habituées à ça. Certaines femmes travaillent, mais la plupart papotent elles aussi entre elles. C'est l'éternel clivage bien méditerranéen des activités réservées aux femmes et aux hommes. Les temps n'évoluent qu'à petits pas. On n'a jamais vu un homme dans le village de Lefkara, à l'est des Troodos, se livrer à la passion de la dentelle. La Lefkaritika a fait connaître le nom du village bien au-delà de Chypre. Elle est confectionnée depuis le Moyen-Âge. Le travail de la dentelle traditionnelle remonte ici à l'époque des Vénitiens. Même la reine d'Angleterre a acheté une dentelle de Lefkara pour son palais. Il n'y a qu'ici qu'on fait encore de la dentelle de manière traditionnelle. Et les gens viennent du monde entier pour voir ce que nous faisons. À l'ouest des Troodos, le village de Panaia doit sa notoriété au fils d'un petit éleveur, Monseigneur Makarios. D'une main de fer, l'archevêque dirigea le pays pendant 17 ans. Selon la légende, l'homme d'État connaissait chacun des habitants de l'île par son prénom. Après avoir été exilé par les Britanniques, Makarios joua un rôle décisif pour l'indépendance de Chypre. 30 ans après sa mort, il stimule encore le commerce local. Le grand chef religieux et politique a vu le jour dans une humble maison de 2 pièces qui abritait toute la famille et les chèvres. Monseigneur Makarios était né en 1913. Les plus anciens du village de Panaia entretiennent sa mémoire. Mais l'exode rural fait mal et la localité se vide inexorablement de ses habitants. Dans le temps, ici, il y avait beaucoup d'habitants. Mais maintenant, il n'en reste qu'à peine la moitié. Au village, il y a un lycée qui a été construit du temps de Monseigneur Makarios, une école élémentaire, une maternelle, mais très peu d'élèves. Les habitants sont vignerons, ou bien ils ont d'autres métiers. C'est un village de la région de Paphos qui a perdu beaucoup d'habitants. Les jeunes s'installent ailleurs ou vont étudier à l'étranger, à la Sorbonne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et bien sûr en Grèce. Mais on ne se laisse pas abattre. On tente de redynamiser l'activité agricole et de développer d'autres filières comme le miel. Les arbres fruitiers prospèrent en plein centre des Troodos, aux alentours d'Agros.
Le village bénéficie d'une bonne exposition au soleil et bien qu'il se situe à 1000 mètres d'altitude, les fruits sont réputés pour leur qualité. On les accommode de multiples façons. Ils peuvent par exemple finir en compote, en confiture, séchés ou confits. Certaines préparations sont franchement surprenantes. Ça ressemble à des saucisses, mais en réalité, c'est sucré. Cette chose bizarre que vous voyez, c'est le traditionnel soutzoucos. Ce sont des colliers d'amandes ou de noix. On les trempe dans une pâte faite à base de jus de raisin, de farine, de noix et d'eau de rose. Chaque village des monts Troodos se distingue par une spécialité. La plus ancienne remonte à la préhistoire, la poterie. Les grandes jarres d'argile rouge ne servaient jadis qu'à la conservation des aliments, l'huile et le vin, le grain et les olives. Les poteries ne sont pas vernies, juste poncées sommairement. Ensuite, elles sont cuites au four. On les utilise parfois pour conserver l'eau fraîche en été, mais la plupart sont destinées à la décoration. La présence de la vie à Chypre remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les vins chypriotes étaient connus et appréciés dès l'Antiquité. L'empereur Marc-Antoine comparait la douceur de Cléopâtre à celle du vin de Chypre. Et selon la légende, Soliman le Magnifique aurait décidé d'envahir l'île après avoir goûté son nectar. Dans la forêt de pins proche de Pirga, à l'heure du pique-nique, le vin réchauffe les cœurs. Au menu, petit poulpe grillé sur la braise. Les femmes sont interdites d'accès au monastère de Stavrovouni, le plus ancien de l'île. Mais au pied de la colline, le père Kalinikos accueille tous les visiteurs. Il leur fait découvrir un art presque aussi vieux que le christianisme, la peinture des icônes. Et Dieu sait si le père en a peint beaucoup. Des millions. À l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, j'ai fait des expositions, beaucoup d'expositions. J'ai peint beaucoup d'icônes, vraiment beaucoup. Au début, je m'inspirais de la Renaissance. Après, j'ai découvert Contoglou, le grand peintre, et j'ai commencé à peindre des icônes byzantines. Et Monseigneur Makarios m'a donné l'occasion d'aller au Mont Sinaï, où j'ai fait des recherches, et depuis, je me consacre à l'art byzantin. Le culte de la Vierge illumine un des hauts lieux du monde orthodoxe, le monastère de Kyko. Il a été fondé au XIIe siècle et possède un immense patrimoine foncier. En raison de la pression fiscale imposée par les Turcs, les fidèles offraient leurs terres aux moines. La décoration ne donne qu'une petite idée de la richesse du lieu. Mais le prestige spirituel est bien plus grand encore. En effet, le monastère abrite une icône de la Vierge attribuée à Saint Luc en personne. Dissimulée derrière une tenture, la Vierge n'est jamais montrée au public. La partie centrale des Troodos est couverte d'une forêt de conifères. Mais sur les pentes du mont Tripylos, on découvre une essence devenue rarissime à Chypre. La vallée des cèdres rassemble les derniers spécimens de cèdres du Liban que l'on puisse encore trouver sur l'île. Jadis très répandu à Chypre, l'arbre a été une importante source de revenus dès l'Antiquité. Plus haut,
le village de Platrès a été conçu par les Anglais sur le modèle des stations de montagne de l'Empire des Indes. Les Britanniques ont aussi été d'efficaces défenseurs de la forêt chypriote. À force de monter, on gagne le sommet de l'île, le mont Olympe, 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans une des plus chaudes régions d'Europe, les Chypriotes ont ouvert une station de ski. Depuis, en hiver, la région prend des petits airs alpins et les amateurs de glisse remercient les dieux de l'Olympe. À l'ouest, le district qui dépend de la ville de Paphos recèle un des plus riches patrimoines historiques et traditionnels de l'île. Pour y accéder en descendant des monts Rhodos, la route se ferait un chemin à travers les collines calcaires. Le mythe d'Aphrodite a commencé ici. Un jour, la déesse surgit de la mer, à proximité du rocher qui aujourd'hui porte son nom. D'après la mythologie, la jeune et belle déesse est née de l'écume des vagues. Elle aurait ensuite dérivé jusqu'ici sur un coquillage. La déesse de l'amour et de la beauté trouva l'île de Chypre à sa convenance et elle décida de s'y établir. Le premier sanctuaire dédié à la déesse remonte au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans un manoir des Lusignan, un musée a été aménagé. La pierre noire conique symbolisait la fécondité. Elle était huilée et honorée pendant les fêtes d'Aphrodite. Toutes les représentations de la divinité mettent en avant les attributs féminins. Mais les images les plus célèbres sont désormais récupérées comme arguments publicitaires et mises à toutes les sauces du marketing. Ainsi, la marchande de Loukoum a récupéré l'Aphrodite de Botticelli comme image de marque. Et du Loukoum d'Aphrodite au Loukoum aphrodisiaque, il n'y a qu'un pas. Un sourire. À l'extrémité ouest de l'île, le mythe de la déesse enveloppe la nature entière. D'après la légende, les bains d'Aphrodite se situent à l'endroit où la jeune beauté fut surprise nue par le bel Adonis, qui en devint aussitôt amoureux. La volonté de mettre en valeur l'arrière-pays a suscité la création d'activités inattendues. Exemple, le Centre chypriote d'herpétologie, la science qui étudie les reptiles. Deux espèces de serpents sont venimeuses sur l'île. Mais le créateur du centre en a vu d'autres. C'est le deuxième serpent venimeux de Chypre. Il s'appelle Montpellier parce qu'il a été découvert par un Français en 1804 lors de son premier voyage à Chypre. Mais vous savez, il y en a aussi en France, hein? Il est rare de croiser un serpent à Chypre, mais attention quand même aux serpents à lunettes. Vers Paphos, pour ceux qui aiment prendre des libertés avec le code de la route, une autre activité connaît un succès croissant, le karting. Le karting, un sport parmi d'autres qui contribue à attirer les visiteurs dans la cité balnéaire.
Grâce au deuxième aéroport international de Chypre, l'ancien port romain connaît aujourd'hui un important développement. Le fort commande toujours l'entrée du port, connu jadis pour son chantier naval. La ville s'est modernisée, l'activité économique s'est diversifiée et les commerces de luxe se sont multipliés, bénéficiant ici de tarifs attractifs. La ville haute multiplie les allusions à l'Antiquité. L'hôtel de ville réunit les ingrédients de l'architecture grecque classique. Les petites concessions faites à la modernité surprendront les puristes, mais des monuments réellement anciens existent aussi à Paphos. La basilique Chrysopolitissa a été érigée au XVIe siècle. Plus ancienne encore, une centaine de tombes creusées dans la pierre rouge, probablement utilisées par l'aristocratie dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les mosaïques de la maison Dionysos appartiennent à une villa romaine et s'inspirent de la mythologie. Certains architectes et décorateurs d'aujourd'hui trouvent leur inspiration dans l'Antiquité, quitte à prendre quelques libertés avec l'histoire. Le but avoué est d'attirer les visiteurs et de les étonner. Et tant pis s'ils y perdent leur latin. De toute façon, que le décor soit romain ou d'inspiration médiévale, le plus important n'est-il pas d'être accueilli par Aphrodite en personne ? Le carnaval de Paphos mélange les genres avec encore plus d'audace. Entre les mouvements ondulatoires de l'Orient et ceux plus rigides de l'Occident, le brassage culturel se prolonge tout au long du défilé. Mais les petits démons surveillent les petits anges. Et la politique n'est jamais loin. Ainsi, le dragon menaçant porte les couleurs de la Turquie, les couleurs de l'Europe étant, elles, aux mains d'ambassadrices de charme. Le calme revient sur Paphos lorsque le soleil abandonne la partie. Au son du bouzouki, la fête se poursuit dans les tavernes. On empile les verres sur la tête d'un danseur qui défie les lois de l'équilibre et de la pesanteur. Envers et contre tout, la pile s'élève. Le danseur montre ainsi sa force et son adresse. L'heure tourne et plus tard dans la nuit, dans les bouzoukias, intervient le rebetiko, un blues nostalgique et désabusé.
Toutes générations confondues, les danseurs reproduisent les mêmes pas, les mêmes gestes sous les fleurs que l'on jette en hommage à la beauté éphémère. À travers les tourbillons de l'histoire, à la lumière d'un monde nouveau, l'île de Chypre sort lentement des zones d'ombre. L'horizon désormais s'éclaircit à la lumière du soleil d'Aphrodite.